Dans cette vidéo, je vais donner à mes élèves de Terminal STI2D des pistes de preuve au sujet de cette propriété, qui est une propriété classique, et qui affirme que si je fais, à partir de mon intégrale d'une fonction que j'ai appelée petit f, une nouvelle fonction en faisant varier la borne de l'intégrale ici, cette nouvelle fonction sera la primitive de la fonction que j'intègre, qui s'annule en a. L'objectif ici va être de proposer des pistes de preuve en utilisant le moins d'outils possible, et en particulier en ne mettant pas en avant des résultats qui ne sont pas au programme en terminal techno, donc en particulier pas de formalisme sur les limites. Donc quelle est cette propriété qu'on cherche à prouver ? Tout d'abord, regardons de quoi on parle et en quoi la propriété consiste. La fonction f qui nous intéresse, elle est définie sur l'intervalle AB en faisant varier la borne de l'intégrale que nous avons là. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on intègre une fonction, par exemple ici cette fonction affine, et en faisant varier la deuxième borne de l'intégrale, on va faire varier l'air sous la courbe si on regarde une fonction positive, donc ici qui est colorée en vert sur mon graphique, et en faisant varier cette R, on va obtenir en faisant varier la valeur de x, on va obtenir différentes valeurs pour cette R, et en faisant varier cette R, on définit une nouvelle fonction. C'est cette fonction qu'on appelle grand F, la fonction qui pour une valeur de x renvoie l'air qui correspond, ou plutôt l'intégrale de a à x de f de t dt. Donc, nous, on doit démontrer que f est la primitive de petit f, que grand F est la primitive de petit f, qui s'annule en a. Donc il y a il y a trois affirmations dans cette phrase. Première chose, grand F est dérivable sur tout l'intervalle AB. Deuxième chose, la dérivée de grand F, c'est petit f, c'est-à-dire la fonction qu'on a intégrée à l'intérieur. Et troisième chose, quand j'évalue x en a, c'est-à-dire quand je regarde grand F de A, je dois obtenir 0 pour avoir la primitive qui s'annule en A. Donc, quel va être le principal ingrédient pour démontrer ça ? Eh bien, en fait, simplement la définition de la dérivabilité. Donc, pour montrer que notre fonction est dérivable, on va choisir un endroit dans l'intervalle AB, un nombre spécifique qu'on va fixer, qu'on va appeler x0, d'accord ? Et pour démontrer que grand F est dérivable en x0, eh bien, on va utiliser la définition grand F est dérivable en x0 si la limite du taux de variation c'est cette chose-là, existe quand h tend vers 0. Alors c'est quoi le taux de variation ? Je fais un petit décalage qu'on appelle h, d'accord ? Je me déplace d'une petite distance que j'appelle h, je calcule le taux de variation f de x0 plus h moins f de x0, le tout divisé par h, et quand h va s'approcher de 0, eh bien, si cette chose-là a une limite, ça veut dire que la fonction est dérivable en ce point-là, et le nombre dérivé, la limite, ça va être le nombre dérivé, ça va être grand f' de x0. Donc, une fois qu'on a rappelé ça, finalement, quelle va être l'idée de la preuve ? Bon, les idées de preuve qu'on va proposer, on va se placer dans un cas particulier, on va se placer dans le cas où petit f est positive, donc la fonction qu'on intègre, elle est positive et croissante. Si elle n'est pas positive, si elle n'est pas croissante, finalement ça va se présenter pareil. Mais pour éviter de démultiplier les situations à traiter, on va traiter cette situation simplifiée. Et puis, on va se placer dans la situation où le petit décalage qu'on fait, où le h, il est positif. Si on a un h négatif, eh bien, en fait, ça se présente exactement de la même manière. Mais on va traiter qu'un seul des deux cas. Une fois qu'on a décidé qu'on allait se placer dans ce cas-là, si on cherche à calculer le taux de variation, pour déterminer la limite du taux de variation, il faut qu'on calcule le taux de variation. Donc ce grand f de x0 plus h moins grand f de x0 sur h, on aimerait savoir ce que c'est dans notre situation à nous. Première chose, on va juste s'occuper du numérateur. Le numérateur, ici, c'est grand f de x0 plus h moins grand f de x0. Donc, je regarde ce que ça veut dire. Grand f de x0 plus h, c'est simplement l'intégrale de a à x0 plus h de f de t dt. Je dois retirer grand f de x0, donc je vais retirer l'intégrale de a à x0 de petit f de t dt. Visuellement,
ça se dessine très bien. C'est-à-dire que l'intégrale de a à x0 plus h, c'est toute la partie ici mise en couleur sous ma courbe. Je retire l'intégrale de a à x0, donc je retire la partie qui est hachurée en beige. Eh bien, on le voit sur le dessin. Que va-t-il rester? Il va rester la partie ici que j'ai colorée en violet, c'est-à-dire l'intégrale entre x0 et x0 plus h. Donc, l'intégrale entre x0 et x0 plus h, la partie violette ici, c'est le résultat de la soustraction qu'on a fait ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire de cela? Je vais pouvoir l'encadrer pour déterminer la limite quand h tend vers 0 de mon taux de variation. Donc, si je reprends l'intégrale que j'ai obtenue, l'intégrale entre x0 et x0 plus h, qui est égale au numérateur, eh bien, je vois ici que la fonction est décroissante, puisque j'ai décidé de me placer dans ce cas-là. Donc, partout entre x0 et x0 plus h, je sais que le f de t, qui est dans mon intégrale, il va être plus grand que la valeur que j'obtiens ici, en x0. Sauf que ici, en x0, la valeur de la fonction, c'est f de x0, petit f de x0. En x0 plus h, ma fonction, elle vaut f de x0 plus h. Donc ça veut dire que quand je suis entre ces deux bornes, le f de t est forcément entre f de x0 et f de x0 plus h. Donc je peux encadrer ici mon f de t entre les deux valeurs que j'ai, puisque ma fonction est croissante. Mais puisque l'intégrale, ici, elle erre sous la courbe, et que cette erre-là, je peux l'encadrer aussi par deux rectangles. Je vais pouvoir encadrer l'intégrale. Puisque ici, f de x0, c'est la hauteur à cet endroit-là. Donc je sais que l'intégrale, elle va être supérieure à la quantité que j'obtiens si je prends ici un rectangle en dessous. Si je place un rectangle ici, de longueur f de x0 et ici de largeur h, l'écart entre x0 plus h et x0, donc ici je vais avoir une largeur de h, une hauteur de f de x0, ce rectangle-là, son aire est inférieur à l'intégrale, puisque je suis en dessous de la courbe. Au contraire, quand je regarde le deuxième rectangle, celui que j'ai représenté au-dessus, si je regarde de l'axe des abscisses jusqu'à cette hauteur-là, eh bien la longueur de mon rectangle, c'est f de x0 plus h, et puis la largeur, c'est toujours h. Et mon intégrale va être inférieure à l'aire de ce rectangle, puisqu'il est au-dessus de la courbe, l'extrémité est au-dessus de la courbe. Ce qui signifie qu'à partir de cette remarque-là, je sais que mon intégrale, ici, entre x0 et x0 plus h, l'intégrale qui est en violet, elle est plus grande que l'aire du petit rectangle, qui fait h fois f de x0, la largeur fois la longueur, et elle est plus petite que l'aire du grand rectangle, qui est égale à h fois f de x0 plus h, la longueur fois la largeur. J'ai coincé mon intégrale entre deux rectangles, donc je peux calculer l'aire. C'est cette chose-là qui va nous permettre de terminer. Dans la suite, si je regarde à nouveau mon intégrale que j'ai encadré ici, j'ai réécrit la même chose entre h fois f de x0 et h fois f de x0 plus h, eh bien, si je reviens au taux de variation, cette chose-là, c'était le numérateur, c'est-à-dire grand f de x0 plus h moins grand f de x0. Les deux autres bornes, je ne les ai pas changées, les deux autres quantités que je compare. Pour avoir le taux de variation, je divise tout le monde par h, pour avoir ici la formule du taux de variation au centre de mes inégalités. À gauche, en divisant par h, qui est strictement positif, j'ai petit f de x0. À droite, petit f de x0 plus h. Et j'ai réussi à encadrer le taux de variation. Que va-t-il se passer quand h tend vers 0? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Pour dériver grand f, il faut qu'on fasse la limite quand h tend vers 0. Quand h tend vers 0, à gauche, ça ne varie pas. Petit f de x0, c'est une constante. Ça ne dépend pas de h. Donc, ça ne changera rien. À droite, petit f de x0 plus h, eh bien, puisque ma fonction est continue, toutes les intégrales, on les fait sur des fonctions continues. Qu'est-ce que ça signifie continue? Ça veut dire que je peux la tracer dans un repère sans lever le crayon. Donc, quand je vais
avoir x0 plus h qui va s'approcher de x0 parce que h s'approche de 0, eh bien la fonction aussi, elle va se comporter, elle va suivre la courbe. Donc f de x0 plus h va s'approcher, si h s'approche de 0, de f de x0. Ce qui signifie que quand h s'approche de 0, le taux de variation, il va être coincé entre f de x0 et quelque chose qui s'approche de f de x0. Donc quand h devient très 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 petit, le taux de variation devient très très proche de f de x0. Ce qui signifie que la limite quand h tend vers 0 du taux de variation, c'est petit f de x0. Et là, on a démontré ce qu'on voulait. On a démontré que grand f est dérivable. Que vaut la limite du taux de variation? Que vaut le nombre dérivé? Eh bien, petit f de x0. Petit f, c'est la fonction qu'on intégrait dans notre intégrale. On rajoute à cela que grand f de a, c'est l'intégrale de a à a. Donc c'est une intégrale sur un intervalle de longueur 0. Alors forcément, l'intégrale vaudra 0. Ce qui signifie qu'on a bien démontré que grand f, c'est une primitive de petit f, puisque quand je la dérive, je retrouve petit f. Et c'est pas n'importe quelle primitive, c'est la primitive qui s'annule en a, puisque grand f de a, ça fait 0. Donc on a démontré notre propriété dans le cas qu'on a choisi, c'est-à-dire croissante, positive pour petit f. Les idées sont les mêmes dans les autres situations. Grand f est la primitive de petit f qui s'annule en a, et on a terminé.